For this presentation, and I now give the floor to Dr. Simon Labaille. We are very happy, in particular in the framework of the Omnia project, aiming at also giving possibilities to young researchers to participate in academic debate, to have Simon with us this morning, please. Merci. Alors, je suis aujourd'hui dans la peau du généraliste qui va essayer d'établir un diagnostic et qui va vous laisser la lourde tâche à vous, les spécialistes, de trouver et d'appliquer le traitement qui va sauver l'Union européenne. J'ai choisi pour introduire mon propos deux phrases, parce qu'il me semblait qu'elles décrivent parfaitement la problématique sous-jacente au débat d'aujourd'hui. La première illustre l'emphase qui caractérise généralement la deuxième, malheureusement plus réaliste sans doute, mais pleinement dans l'air du temps, puisqu'elle a été prononcée il y a seulement 2 jours par l'avocat général Mengozzi dans des conclusions dont je suppose qu'il va être beaucoup question aujourd'hui, dresse un diagnostic plus sombre. Et l'avocat général a ajouté à la phrase que vous pouvez lire derrière moi qu'il était particulièrement attristé que dans les interventions des 14 gouvernements qui sont intervenus à l'audience, aucun d'entre eux n'ait pris la peine de mentionner les valeurs de l'Union. Et il résume ainsi parfaitement la problématique que je souhaite aborder aujourd'hui. Parler des valeurs renvoie en effet aux droits de notre Union. Pourquoi ? Parce que les valeurs, dans le contexte communautaire, sont d'abord une notion juridique. Je vais essayer de rapidement d'en délimiter les contours. Pour éviter un écueil préoccupant, c'est celui de la banalisation du discours sur les valeurs qui risquerait de leur faire perdre leur caractère opérationnel. Et dans un premier temps, je vais essayer de montrer pourquoi cet objet juridique représente une condition de l'existence même de l'Union européenne, avant, dans un second temps, de chercher à expliquer pourquoi elle représente un pivot du fonctionnement de la politique migratoire communautaire, qui est dramatiquement mis à l'épreuve aujourd'hui. Or, la mise à l'épreuve des valeurs, c'est la mise à l'épreuve de la pérennité de l'Union. Dans l'Union européenne, les valeurs représentent donc un objet juridique, dont les contours ont été précisément délimités, et elles y revêtent même une dimension constitutionnelle. Celle-ci repose principalement sur une disposition du droit primaire, l'article 2 TUE. Alors, à sa lecture, 3 brefs commentaires. Le premier, c'est le recours au verbe fonder, qui est essentiel. La sémantique n'est pas neutre, puisque derrière ça, il y a l'idée que si on sape les fondations, c'est l'ensemble de l'édifice qui est amené à s'écrouler. Le deuxième commentaire, c'est que l'on a affaire à des notions qui sont précisément identifiées et dont le sens a d'ailleurs été clarifié à la fois par la jurisprudence de la Cour de justice et par certaines dispositions des communications de la Commission, les chapitres de la Charte des droits fondamentaux, etc. Donc quand on parle des valeurs dans l'Union, on n'a pas affaire à une nébuleuse obscure. Et enfin, troisième commentaire, c'est la connotation identitaire du discours sur les valeurs dans les traités. Autrement dit, celles-ci s'inscrivent dans un modèle de société européenne. Et j'en viens au sens profond de cet article. Il exprime le choix d'un projet politique pour l'intégration européenne. C'est un choix qui est un choix d'ordre civilisationnel. D'ailleurs, dans le préambule du traité, les valeurs sont rattachées aux héritages communs des États membres de l'Union. Et c'est une des principales spécificités de l'Union par rapport à d'autres organisations sur la scène internationale. Cela emporte des conséquences concrètes et particulièrement importante. Pour les raisons que je viens d'expliquer, il a fallu mettre en place un système de protection. Ce système de protection repose sur 3 pivots principaux. D'abord, en amont, par l'adhésion, chaque État qui adhère à l'Union s'engage à la fois à respecter et aussi à promouvoir les valeurs. Autrement dit, il y a une forme de pacte auquel les États qui adhèrent consentent de se lier lorsqu'ils intègrent l'Union, et c'est un débat qu'il faut avoir particulièrement à l'esprit, face à certaines situations actuelles. Je pense notamment au débat en Pologne ou en Hongrie aujourd'hui. Et j'en viens à au deuxième pivot de ce dispositif de protection. C'est celui qui est bâti autour de l'article 7 TUE, dont l'efficacité est malheureusement très relative,
mais qui permet en théorie de prévenir les éventuelles atteintes systématiques à des valeurs de l'Union par ses propres États membres, voire même de sanctionner des violations graves et systématiques à l'encontre de ces valeurs. Et on y a ajouté un mécanisme qui s'appelle le dialogue sur l'état de droit, qu'on a mis en œuvre actuellement avec l'État polonais, et dont on attendra encore de juger l'efficacité selon l'évolution positive ou négative de cette situation. Et enfin, évidemment, une pièce centrale de ce dispositif, c'est l'office du juge. Là non plus, je n'ai pas le temps de détailler, mais la jurisprudence de la Cour protège les valeurs et elle a même façonné toujours dans un esprit constitutionnel, elle a façonné un ordre juridique, notamment par et autour des valeurs de l'Union. Et vous pouvez lire l'extrait d'un arrêt que j'ai choisi parce qu'il s'inscrit pleinement dans le thème qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'arrêt Salah Abdullah. Dès lors que sont en cause des questions d'intégrité de la personne humaine et des libertés individuelles, ces questions relèvent des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Donc chacun a une responsabilité qu'il faut garder à l'esprit dans l'Union européenne quand on évoque la problématique migratoire. Et pour cette raison, je vais essayer d'évoquer certains des aspects concrets de la question qui seront sans doute traités beaucoup plus en détail durant le reste de la journée. Alors, déjà, l'influence des valeurs sur les politiques migratoires, c'est l'influence des valeurs sur la coopération et la confiance mutuelle qui sont véritablement le catalyseur du fonctionnement à la fois de l'Union et de la politique migratoire. Évidemment, la Cour de justice l'a affirmé de manière très claire dans l'avis de 13 et elle y est régulièrement revenue dans sa jurisprudence, dans des affaires qui concernent par exemple le mandat d'arrêt européen, Meloni Aragnossi, mais aussi la politique migratoire, la RNS, et le fait que le mécanisme Dublin II soit fondé sur la confiance mutuelle. Donc la mise à l'épreuve des valeurs, c'est la mise à l'épreuve de la confiance mutuelle et donc du fonctionnement de l'ensemble du système. Ensuite, la dimension externe des politiques de l'Union, qu'on a déjà évoquée tout à l'heure. Normalement, selon l'article 3 TUE, dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs. Et c'est un constat qui pourrait malheureusement être remis en question quand on analyse l'accord du 18 mars 2016 avec la Turquie, à propos duquel on a estimé que l'Union se déchargeait de son obligation d'accueil des réfugiés sur un État tiers et donc qu'elle sous-traitait la mise en œuvre de ces valeurs. Et pour terminer, en essayant de tenir le temps qui m'était imparti, un certain nombre de problématiques concrètes, à la fois de menaces qui pèsent sur les valeurs et des obligations juridiques que celles-ci font peser sur l'Union et sur ses États membres en matière d'entrée et de non-refoulement, je reviens à l'extrait d'arrêt que je citais tout à l'heure, de traitement des demandes sur le territoire de l'Union, à la fois des demandes d'asile et de regroupement familial, et qui peuvent même justifier, dans un arrêt d'il y a quelques jours, le rejet d'une demande si la personne qui a fait cette demande, si un lien est établi entre la personne qui a fait cette demande et des activités terroristes auxquelles elle aurait pu se livrer précédemment. C'est l'arrêt Lounani. Parmi les menaces, malheureusement, je n'aurai pas le temps de détailler, mais je pense qu'on va beaucoup en parler aujourd'hui. Il y a évidemment la situation dans les hotspots, et à chaque fois, j'essaie de citer les valeurs qu'on a pu lire tout à l'heure dans l'article de TUE, qui pourraient être remises en question. La dignité, l'état de droit, je renvoie aux travaux du HCR et de son rapporteur. Le Muslim ban, j'ai évidemment pris cette expression un peu provocatrice pour faire écho au professeur De Bruycker qui parlait de Donald Trump, mais certains propos qui ont été tenus par des États membres de l'Union, notamment la Hongrie et la Slovaquie, ne dépareilleraient pas si elles provenaient du nouveau président des États-Unis d'Amérique. Et on peut se demander ce qu'il en est du modèle de société européenne qui était décrit dans la deuxième phrase de l'article 2 TUE, et qui est notamment caractérisé normalement par le pluralisme. Et enfin, tout le débat sur la relocalisation, selon que l'on considère que la solidarité est une valeur de l'Union, ce qui n'est pas clair à la lecture des dispositions du droit primaire. À mon avis, c'est une erreur, mais juridiquement, on ne pourrait pas invoquer par exemple l'article 7 TUE pour sanctionner une non-application de la solidarité entre les États membres. C'est un point aussi qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle des valeurs de l'Union. Deux mots très rapidement pour conclure. Le premier, c'est que nous sommes aujourd'hui à un moment charnière. On voit que lorsque le désaccord entre les États membres porte sur les valeurs qui fondent l'Union,
la coopération n'est plus possible. Je renvoie à la fois au débat sur la relocalisation et au débat sur l'accueil des réfugiés de confession musulmane et aux propos extrêmement durs qui avaient été tenus à la fois par le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg et par la chancelière allemande à l'encontre d'États qui sont membres de l'Union, la Hongrie et la Slovaquie. Or, pour les raisons que je viens d'invoquer, lorsque l'Union échoue à protéger ses valeurs, l'Union n'existe plus. Je vous remercie.